On va partir en Israël, justement. Mille merci, Aryeh Ben-Semoun, d'avoir été avec nous. On va partir en Israël parce que il y a moins d'une heure maintenant, si peut-être une heure, allez. C'est une véritable déflagration quand on a reçu une alerte. Cette alerte-là, elle est signée de Karim Khan, donc c'est le procureur de la Cour pénale internationale qui nous dit « Sur la base des éléments de preuve recueillis, j'ai des motifs raisonnables de croire que Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant, qui est donc le ministre de la Défense d'Israël, portent la responsabilité pénale de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis sur le territoire de l'État de Palestine. Dans la bande de Gaza, à partir du 8 octobre 2023. Au moins, on a été extrêmement interpellé évidemment par cette affaire-là. Alors il faut qu'on précise, Catherine Gentil, il faut préciser que ce mandat d'arrêt n'est pas émis, il est requis, c'est important. Hein. Oui, et puis surtout aussi ce qu'il faut préciser, c'est que parallèlement à ces demandes de mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, Premier ministre, et Yoav Gallant, ministre de la Défense israélien, le même procureur qui est britannique a demandé aussi des mandats contre Yahya Sinwar, qui est le cerveau de l'attaque du 7 octobre, du massacre du 7 octobre, son bras droit, Mohamed Deif, et aussi le responsable politique du Hamas, c'est-à-dire pas seulement les... Oui, voilà, Haniyeh. Donc c'est aussi ce qui a sûrement provoqué la déflagration dont vous parliez aussi en Israël, c'est que c'est en même temps qu'il demande ces mandats d'arrêt contre les responsables palestiniens du Hamas et contre les ministres israéliens. Donc, je peux vous couper 2 secondes pour donner justement la réaction du ministre israélien des Affaires étrangères là-dessus, parce qu'effectivement, ce sont ces 5 personnalités en fait qui sont, quasiment sur la même affiche. Le ministre israélien des Affaires étrangères qui s'appelle Israël Katz. Je crois qu'on a un extrait sonore, on va l'écouter. Ah non, alors pas Benny Gantz tout de suite. Je voudrais simplement vous dire, Israël Katz, ce qu'il dit. Il dit réclamer des mandats contre le Premier ministre et le ministre de la Défense de l'État d'Israël aux côtés des abominables monstres nazis du Hamas, des assassins et violeurs du Hamas qui sont en train de commettre des crimes contre l'humanité, contre nos frères et nos sœurs, est une attaque frontale et une honte historique qui restera à jamais gravée dans les mémoires. Voilà ce que dit le ministre dans un communiqué. Et donc on peut effectivement écouter Benny Gantz. Placer les dirigeants d'un pays qui s'est battu pour protéger ses citoyens sur le même pied d'égalité avec des terroristes assoiffés de sang est un aveuglement moral et une violation de son devoir et de sa capacité de protéger ses citoyens et constituera un crime historique qui ne sera pas effacé. Isabelle Shepard, il y a quelque chose qu'il faut préciser, c'est que Benyamin Netanyahou est allé entré frontalement en conflit avec la Cour pénale internationale ces dernières semaines. Hein. Depuis le mois d'avril, dès qu'il y avait des rumeurs sur cette question, on a eu à la fois Netanyahou qui a été comme toujours et de son habitude, assez violent dans ses propos vis-à-vis du Cour pénal international, ainsi que les États-Unis quand même qui ont appelé le Cour pénal international pour dissuader sur l'émission de ces mandats, qui ne sont pas encore émis. Il faut préciser que c'est un processus, qu'il a requis des mandats, mais que ça doit passer par les juges, avec toutes les preuves qui sont à l'appui. Mais très clairement, les réactions, on s'y attendait, d'une réaction très violente, à la fois de Netanyahou, mais on pouvait s'y attendre aussi de l'ensemble du scène politique israélien, parce que même si on a vu beaucoup de divisions ces dernières semaines face aux institutions internationales et à l'international, il y a tendance à avoir l'union nationale. Bien entendu. Alors on va écouter justement ces menaces de Benyamin Netanyahou. Ça date du 30 avril dernier. On vous a ressorti l'extrait. Regardez. Cette cour n'a aucune autorité sur l'État d'Israël. La possibilité même qu'un mandat d'arrêt pour crimes de guerre soit délivré contre l'armée israélienne et ses dirigeants est un scandale historique. 80 ans après l'Holocauste, les institutions internationales qui avaient été fondées pour prévenir d'autres horreurs sont en train de refuser à l'État juif le droit de se défendre. De se défendre contre qui ? Contre ceux qui veulent justement commettre un génocide contre lui. C'est une distorsion de la justice à l'échelle historique. Il s'agit de la première fois où un État démocratique qui se bat pour sa vie est accusé par la justice internationale de crimes de guerre.
Sur cette dernière phrase, c'est pas faux. Effectivement, c'est la première fois qu'un État démocratique, il faudrait quand même un mandat d'arrêt est requis. Enfin, ce serait la première fois qu'il serait émis, si c'était le cas, contre le dirigeant d'un État démocratique. Je ne vous ai pas salué, Vincent Crouzet. Merci d'être avec nous. Merci Bénédicte. Ravi de vous retrouver pour une bonne heure avec nous. Alors c'est vrai que ces menaces-là, elles avaient été assez virulentes, comme vous le disiez très bien, Elisabeth. Karim Khan avait répondu à l'époque. Il avait demandé, je vais le citer encore une fois, que toutes les tentatives visant à entraver, intimider ou influencer les employés de son bureau cessent immédiatement. On va préciser qu'Israël est signataire, mais n'a pas ratifié la convention de la Cour pénale. Comme les Américains. Comme voilà. Les Américains. Donc voilà. Et les Russes. Et les Russes, absolument. Et l'Ukraine. Et l'Ukraine. Cette idée de mandat d'arrêt, alors on verra ensemble tout à l'heure, on le décortiquera dans le grand dossier, on aura un peu plus de temps pour expliquer comment il pourrait être émis et s'il a ou pas des chances d'être émis. Ça voudrait dire en fait qu'il serait, dans le même cas qu'un Vladimir Poutine, interdit, en tout Exactement. cas, il ne pourrait plus aller par exemple en Europe. Pas possible d'aller voyager en Europe. C'est aussi sûrement une image qui fait mal à Benyamin Netanyahou, c'est qu'il est, si ce mandat d'arrêt est émis, il sera dans la même catégorie que Vladimir Poutine. Alors, quand les pays signataires, justement, qui ont reconnu la CPI, pour faire court, parce que si on entre dans les détails, ça va être un peu long, mais les pays qui ont reconnu la CPI sont tenus d'arrêter les personnes contre lesquelles sont émis justement un mandat d'arrêt si elles se rendent sur leur sol. Alors il y a déjà eu un exemple où ça n'a pas été le cas, mais en principe c'est comme ça. Donc ça veut dire que à partir du moment où ce mandat sera émis, si ça l'est, Benyamin Netanyahou ne pourra plus voyager en Europe. Il pourra aller aux États-Unis, mais en même temps, c'est de toute façon tellement infamant d'être poursuivi par la Cour pénale internationale et puis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. De toute façon, c'est pour Benyamin Netanyahou, ce sera indélébile. Ouais. C'est bien pour ça qu'à partir du moment où la rumeur avait commencé à circuler sur le fait que c'était possible, il avait réagi avec la violence là qu'on a vu, enfin la colère plus précisément, parce que pour un responsable politique, être poursuivi par la Cour pénale internationale, que votre pays ait reconnu ou pas cette Cour pénale, c'est quand même un stigmate dont il est difficile après de pouvoir se rétablir quand même. Il y a quelque chose aussi, Vincent Crouzet, je voudrais votre avis là-dessus, parce que juste avant que vous arriviez, on évoquait le fait que dans le même temps est annoncée une réquisition contre Mohamed Deif, Yahya Sinwar et Ismail Haniyeh. C'est aussi ce contre quoi s'insurgent les dirigeants israéliens, pas uniquement, mais c'est quand même assez surprenant d'imaginer que dans le même temps, on met quasiment sur le même plan des dirigeants d'une organisation terroriste et un chef de gouvernement d'un pays démocratique. Ouais, c'est très maladroit et ça vient affaiblir en plus cette décision de la CPI. Ah ouais, c'est ça. Évidemment, ça vient la délégitimer. C'est pas une décision de la CPI, c'est une réquisition du procureur. C'est pas encore la décision. Avec en plus, effectivement, vous en parliez, les déclinaisons pragmatiques, enfin réalistes, d'interpellation, d'arrestation. Par qui, comment? Est-ce que le Premier ministre israélien va faire l'objet d'une notice rouge de la part d'Interpol, par exemple? Est-ce qu'il va être restreint dans ses voyages officiels? Si il ne peut plus effectivement se rendre aux États-Unis, donc principal allié politique et militaire d'Israël, ça pose énormément de questions. Donc, ce qui est extrêmement maladroit c'est de mettre sur le même plan le Hamas et Israël. Et ça vient aussi chambouler la notion d'entrée en guerre d'un pays. Je veux dire, à ce titre-là aussi, on peut poursuivre, la CPI peut poursuivre aussi Volodymyr Zelensky, les chefs du renseignement ukrainien, pour des bombardements sur des civils à Belgorod, par exemple. Je ne vais pas rentrer dans le débat juridique sur mandat d'arrêt et les conséquences. En revanche, sur les chefs d'accusation, que Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense aient un mandat requis d'arrêt pour crime contre l'humanité, un terme qui a été inventé dans les procès de Nuremberg à la fin de la guerre, ça légitime les accusations de génocide qui ont été utilisées à l'encontre des Israéliens par un certain nombre d'oppositions dans le monde, de mouvements politiques, etc., notamment en France. Et les accusés de crimes contre l'humanité au même titre que ceux du Hamas, ça pose un problème, à mon avis, juridique, mais surtout politique,
politique de première grandeur, même si ce mandat requis n'était pas suivi des faits. La tâche indélébile qu'évoquait Catherine Gentil va rester et va nourrir ce débat sur les accusations de génocide de l'État hébreu de manière assez forte. C'est la question que j'allais poser à Elisabeth Shepard. Effectivement, elle n'est pas censée faire de la politique, la Cour pénale internationale. Non, mais très clairement, et en lisant, moi j'ai lu toute la déclaration, et pour essayer de comprendre ce en même temps, c'est-à-dire en même temps le Hamas et ce procureur qui a quand même visité, qui connaît, qui a entendu les témoignages des familles, et Netanyahou est galant, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir des deux. Et c'est clairement une décision d'essayer d'équilibrer, enfin ça se lit comme quelque chose qui essaie, ne pas d'être maladroit, mais d'essayer politiquement de dire en même temps. Et c'est très compliqué d'un point de vue juridique, d'intégrer cette notion politique. On le lit comme s'il remercie les familles des victimes. Enfin, c'est très politique dans l'ensemble, alors qu'on parle de choses très sérieuses et d'un pays quand même qui essaie de se défendre. Donc on peut. Mais est-ce que c'est pas une façon d'essayer justement de décorréler le pays de son, le dirigeant du pays? Je pense qu'il y a une volonté internationale de vouloir décorréler, et ça c'est toute une question, mais on parle encore une fois d'un pays qui a été envahi. Donc d'un point de vue juridique, effectivement, c'est quand même assez compliqué qu'on est encore en guerre. Je ne parle pas dans 6 mois, 1 an, quand on sera fini, de dire, on met au même niveau, et l'agresseur et celui qui était agressé. Sur le blog, c'est curieux de voir ça. Effectivement, on voit ça, on se dit c'est quand même fou. Et ça rajoute politiquement, en interne, à une sorte de rejet des institutions internationales au sein même de l'opposition en Israël, qui dit qu'ils sont tous antisémites. Et les États-Unis là-dedans, Catherine? Alors justement, pas de réaction, ça pourrait être. Non, alors les États-Unis, on sait que Joe Biden et Anthony Blinken, le président et le secrétaire d'État, et même Jack Sullivan, qui était en Israël encore ces dernières heures, ont tout fait depuis des semaines maintenant pour demander à Benyamin Netanyahou de ne pas attaquer Rafah, de protéger beaucoup plus les civils palestiniens, en disant que c'était en gros inadmissible qu'il y ait autant de victimes civiles. Et pour les États-Unis, il pourrait être aussi une victime collatérale si vraiment ça allait jusqu'au bout, cette procédure, parce que ce sont les Américains qui fournissent les armes qui sont utilisées à Gaza par les Israéliens. Donc si vous voulez aller jusqu'au bout de la logique, les États-Unis aussi peuvent être poursuivis dans un cadre juridique qui reste à déterminer, bien sûr, mais pour la fourniture de ces armes. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que les Américains étaient aussi inquiets sur Rafah. Après, évidemment, le symbole qui va rester, c'est que le même jour, des mandats ont été demandés contre les Israéliens et les Palestiniens. Après, il faudra voir quand même ce que décrit dans la procédure le procureur, parce que notamment pour les dirigeants du Hamas, il parle bien du viol et des formes de violence sexuelle dont on avait parlé pour les femmes israéliennes le 7 octobre, ce qui évidemment n'est pas cité pour les Israéliens. Il parle de l'extermination, le meurtre, la prise d'otage, le viol, l'agression sexuelle en détention. Oui. Et pour Netanyahou et Galante, c'est l'extermination, la famine comme méthode de guerre, le refus de l'aide humanitaire, le ciblage délibéré des civils dans le conflit. Donc voilà, après il faut voir dans le détail, mais c'est vrai que ce qui restera, ce sera cette concomitance de demande de mandat d'arrêt pour les deux parties, comme si effectivement on les mettait sur le même pied d'égalité. Et est-ce que les États-Unis, alors on peut comprendre qu'effectivement il peut y avoir des suites embarrassantes pour les États-Unis, mais en termes politiques justement, est-ce qu'ils doivent réagir à ce communiqué de M. Khan, selon vous? Parce qu'ils sont quand même dans une position délicate là. Oui, je ne sais pas ce qui est le plus productif d'un point de vue diplomatique. C'est ça. Faut-il réagir et réaffirmer son soutien à Israël? Là encore, on est sur fond de campagne électorale, donc c'est difficile pour Biden ou Blinken de faire comme si ça n'existait pas, ou d'accabler un peu plus Netanyahou et Galante. Ce que je crois, c'est que de toute façon, les réactions, elles sont derrière des portes closes et qu'elles doivent servir de levier pour l'administration américaine pour empêcher l'armée israélienne de rentrer
de manière massive à Rafah, même si on sait qu'elle y va pour des incursions plus ou moins meurtrières, mais qu'il n'y a pas eu d'intervention massive, et c'est ce qu'essaye d'empêcher l'administration américaine. Ceci dit, Netanyahou avait bien dit, si jamais ces mandats étaient émis, il l'avait dit avant qu'il y ait ces réquisitions, si ces mandats étaient émis, on irait encore plus fort dans la bande de Gaza. Et il vient de dire que ça ne nous empêchera ni moi ni nous. Voilà, cette décision. Voilà, donc ça peut effectivement avoir l'effet inverse. Ça peut aller vite ou pas après? Comment ça marche? Vous savez les uns les autres ou pas? Ces enquêtes, alors je sais que les enquêtes peuvent prendre longtemps. Ouais. Il y a beaucoup de travail forensique avec beaucoup, surtout quand on parle de crimes contre l'humanité, c'est beaucoup de travail. Après, dans la déclaration, il dit avoir les caméras, des témoignages, un certain nombre de choses. Après, ça peut prendre longtemps, comme beaucoup de procès CPI. Ah oui, pour le procès, oui, mais pour le mandat, par exemple. Non, pour le mandat, ça peut être très rapide. Donc ça peut être effectivement très rapide. Et dans les procès, il faut rappeler que la CPI a eu des leaders, des dirigeants reconnus coupables, puis ou mis en examen d'une certaine manière, puis acquittés. Il y en a eu un certain nombre. Donc le procès devant la Cour pénale internationale ne signifie pas automatiquement condamnation et emprisonnement.